réflexion et d'appui à la politique du président Idriss Déby Itno, GRAP est un cadre d'échange en son sein. Plusieurs personnes ressources, objectif mettre en évidence les travaux réalisés par le président de la République Idriss Déby Itno depuis le 1er décembre 1990 jusqu'à nos jours. S'agissant de l'aspect infrastructurel, Ram Dongarti Djidingar a indiqué qu'aujourd'hui, le Tchad peut accueillir des grandes conférences et cérémonies internationales. Le thème que je vais m'atteler dessus s'articule sur les réalisations du camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, Excellence Idriss Déby Itno, en matière d'infrastructure et d'équipement. N'est-ce pas, il y a un adage qui dit là où passe la route, passe le développement. Les infrastructures routières qui ont été faites, il y a le bitumage dans les centres urbains et interurbains. Tout depuis ce temps, de 2003 à 2016, tous les routes qui ont été bitumées sont à 5520 km de routes bitumées à l'intérieur des villes que interrégions. Et 8 ponts, 8 grands ponts qui ont été construits à travers cela. Si on peut le citer, il y a le pont, n'est-ce pas, d'Oumadjer, il y a le pont de Djouman, il y a le pont de Bedjondo, il y a le pont de Laï, il y a le pont de Moundou, il y a le pont en temps Assar, il y a deux ponts ici à N'Djamena, le pont à double voie et celle qui nous lie avec le Cameroun par Kousseri. Et parlant de N'Djamena, à l'intérieur de N'Djamena, la voirie urbaine de N'Djamena, il y a 5 viaducs qui ont complètement changé la figure de N'Djamena. Aujourd'hui, un Tchadien qui n'est pas rentré au pays depuis longtemps, quand il vient, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. L'ancien quartier est complètement goudronné. Il reste les périphériques, il reste encore beaucoup à faire. Mais ce qui est déjà fait, on doit le reconnaître. On passe sur les infrastructures hospitalières. Hier, le docteur Ngombaye a fait déjà beaucoup de commentaires là-dessus. Vous savez, les hôpitaux qui ont été, n'est-ce pas, construits, les centres de santé, l'hôpital mère et enfance et tout cela, le financement, c'est par la volonté, n'est-ce pas, du chef de l'État. S'il n'y avait pas cette volonté, on n'aurait pas tout fait cela. Donc ici, pour les infrastructures hospitalières, nous avons l'hôpital de la Renaissance, qu'on appelle l'hôpital moderne de N'Djamena. On a l'hôpital mère et enfance, ça c'est ceux qui sont construits. L'hôpital mère et enfants, ceux qui sont construits et rénovés et réhabilités. L'hôpital mère et enfants s'est construit. L'hôpital général de référence nationale s'est réhabilité et ils ont fait aussi l'extension. Le centre hospitalier universitaire qui est construit juste à côté de l'hôpital de la mère et de l'enfance, ça c'est tout nouveau. Il y a 19 hôpitaux régionaux qui sont construits. Sur les 23 régions, il y a 19 hôpitaux régionaux déjà construits. Les hôpitaux de district, il y a 175 hôpitaux de district qui sont construits et en fonction. Le centre de santé et centre social, il y a 856 centres de santé et centres sociaux qui sont construits tous à travers le pays. Il y a 3422 puits pastoraux qui ont été réalisés de 1990 à 2015. Bien, nous passons aux infrastructures scolaires et universitaires. Mais beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, beaucoup de lycées ont été créés. Mais il y en a assez qui sont construits et réhabilités.
Pour les collèges, il y a 385 collèges de complexes de collèges qui est construit. On a 218 lycées construits sur 277 créés. Le président de la République a aussi fait réaliser à travers la région 6 stades municipaux et les stades municipaux qui sont construits dans les centres urbains, juste pour le divertissement, n'est-ce pas, de la population. Et tout, il y a 17 stades municipaux qui ont été construites. Les infrastructures aéroportières, le Tchad devait prendre la conférence de l'Union africaine. Et là, à travers ce désir, il y a beaucoup des infrastructures qui ont été faites pour recevoir les étrangers. Nous avons 4 aéroports internationaux. Les aérodromes, nous avons l'aérodrome de Koumra, il y a l'aérodrome de Hati et l'aérodrome de Biltine. Bangor a un aéroport qui devait être bitumen, mais elle n'est pas encore exécutée. Les équipements hôteliers et ouvrages destinés au commerce. Pour l'Union africaine, comme je le disais, il y a 3 grands hôtels qui sont construits. Il y a Radisson Blu, il y a Hilton et Toumaï Palace. C'est des grands hôtels. Aujourd'hui, avec ces constructions hôtelières, le Tchad peut recevoir des conférences internationales. Il y a les hôtels standards de 3 étoiles. Ces premiers hôtels que j'ai cités, c'est des hôtels de 5 étoiles. De 3 étoiles qui sont construits dans différentes régions. Vous le trouverez à Biltine, à Amdjaras, à Bangor et d'autres. Il y a en tout 15 marchés modernes qui sont construits à Sar, Kumbra, Doba, Bebidja, Mundu, Bangor, Amdjaras, N'Djamena, il y en a 4, Biltine, dans le Wadaï, c'est Abéché, Guéra et le Salamat. Et les bâtiments administratifs, l'administration centrale. Quand je parle de l'administration centrale, c'est tous les bâtiments administratifs qui sont construits ici dans la capitale. Tous les bâtiments administratifs construits ici dans la capitale. Il y a 168 bâtiments administratifs construits dans la capitale. Les infrastructures et équipements militaires. J'ai été le premier architecte à être consulté pour faire les casernes. Donc c'est pourquoi je vous dis le souci qu'il a pour les militaires, pour caserner les militaires, parce qu'une armée en déperdition, ce n'est pas une armée qui respecte, ce n'est pas une armée, l'autre machin, donc il fallait faire les casernes pour caserner tout le monde, pour que la discipline y règne au sein de l'armée. Dr Ali Abdourahmane Hagar a précisé que de nos jours, l'école a connu un grand changement. Nous vivons dans un pays qui traverse des moments difficiles, mais c'est notre pays. On ne doit pas le fuir, le laisser et chercher le bonheur ailleurs. C'est le pays de nos ancêtres, dont l'héritage est aujourd'hui un patrimoine de l'humanité. À la veille des grandes réformes institutionnelles, construisons ces climats de sérénité indispensables afin que notre pays bien-aimé puisse continuer à suivre son chemin. J'appellerai les frères, les amis journalistes, et dont le frère Idriss Déby, j'utilise le mot frère, et dont le frère Idriss Déby, à assurer le pilotage pas facile d'un pays charmant qui mérite mieux que la fuite de ses enfants vers des horizons incertains. Les vrais Tchadiens aiment le Tchad et se battent pour que le Tchad vive toujours en paix. Toujours en paix. La paix est l'un des plus grands acquis dont jouissent les Tchadiens. Comme l'a dit Aboubacar. Nous devons tous chaque jour entretenir cette paix-là. 15 lycées et 30 collèges. En matière d'éducation, la création des conditions d'études passe par la mise en place préalable du contenant.
Maintenant, sur la base des statistiques de 2016, le Tchad compte 4358 écoles primaires publiques et 5316 écoles primaires communautaires. La multiplication des écoles communautaires traduit la prise de conscience des populations et leur adhésion à la nécessité de l'école qui est un ascenseur social et un facteur de développement. Généralement, on applaudit aux discours qui sont sans chiffres. Malheureusement, je vais vous ennuyer avec des discours chiffrés. Ne n'oublions jamais, l'ignorance, quand il y a une école, l'ignorance a peur. L'ignorance conduit à la violence. Jusqu'aux années 1985, N'Djamena ne comptait pas plus de 10 écoles primaires, dont les plus connues sont l'école du centre, les grandes écoles des quartiers Bouloulou, Sirte 1 et 2, Rogué 1 et Rogué 2. Les jeunes ignorent ça. Rogué, c'est le nom d'un ancien colon. Quand Gaddafi est venu rendre visite à Tombalbaye, Rogué est devenu Sirte 1 et Sirte 2. L'école du général Leclerc, Moussa, le béguinage, pour ne citer que celle-là et certaines écoles telles que celle de la mosquée Roi Faisal. 2 grands lycées et 2 grands collèges publics à N'Djamena. Idem pour des villes comme Abéché, Bongor, Mundu, Oussar, qui n'en comptent que 5, 4 ou 5. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Madame la ministre, Madame la maire de N'Djamena. Tous les arrondissements ont au moins un lycée ou un collège public. Aujourd'hui, le Tchad compte 835 collèges publics. De 30, on est parti à 835 collèges publics, avec un effectif estimé à 287 635 élèves. Les collèges communautaires sont au nombre de 98 pour un effectif de 19 700 élèves. Les collèges privés sont au nombre de 176 pour un effectif de 49 342 élèves, soit 1109 collèges pour un effectif de 356 677 élèves. Les lycées publics sont au nombre de 277. 277 lycées publics pour un effectif de 1 211 000 élèves. Les lycées privés sont au nombre de 115 pour un effectif de 27 382 élèves, soit 392 lycées pour un effectif de 148 490. Les élèves du secondaire sont au nombre de 505 167, dont 70 000 sont candidats au baccalauréat cette année. L'année dernière, il y en avait 80 000. Cette année, le nombre a diminué. Ce n'est pas négatif, c'est parce qu'on a paré tous ceux qui sont les candidats libres de la seconde. Vous êtes sans ignorer qu'il fait un temps où tout le monde est pressé d'avoir le bac, et finalement, il y a des gens qui l'ont fait à partir de la seconde. Voilà pourquoi, quand vous entendez certaines personnes parler français, on ne sait pas si c'est des anciens combattants ou si c'est des élèves. Le président Idriss Déby, que vous voyez, a étudié dans un collège qui n'avait pas de table. Bon. Et la première grève à Miltine a eu lieu quand les gens avaient eu ras-le-bol de s'asseoir sur des briques pour faire le collège. Nos amphis sont de très grands standing. Nous avons aujourd'hui en Afrique centrale, et je ne le dis pas pour fanfaronner, en Afrique centrale, nous avons les 3 meilleurs amphis. Les 3 meilleurs amphis, s'il vous plaît. Interrogez vos amis qui sont à Yaoundé. Interrogez vos amis qui sont à Dakar ou à Ouaga. En termes d'infrastructure, nous avons des très beaux amphis. Maintenant, il y a quelques années, on n'avait pas ces amphis. Ces amphis, on les a. Internet, c'est la fibre optique. Je suis un enseignant et je demande toujours à mes amis journalistes de regarder le verre à moitié plein. Il faut le regarder à moitié plein. Arrêtons de le regarder tout le temps à moitié vide. Et quand on prendra la prédisposition de regarder le verre à moitié plein, on fera plus confiance à un médecin tchadien qu'à un infirmier camerounais. On fera plus confiance à un chauffeur tchadien qu'à un cycliste sénégalais, à un peintre tchadien qu'à un décorateur égyptien, etc., etc. S'agissant des régies financières, Alamine Bourmatreye a soulevé que la situation s'est améliorée. Parlant des instruments de la politique financière depuis 1990, c'est d'abord des actions politiques.
pour mettre un terme à l'incertitude et à la psychose du Tchadien, le président Déby, à travers son discours référence du 4 décembre 1990, rassurait la nation. Ça en est suivi la conférence nationale souveraine qui a jeté les jalons d'un État démocratique. De là est née la Constitution approuvée par référendum en mars 1996. Cette Constitution définit non seulement les grands principes fondamentaux régissant le pays, mais également les cadres juridiques qui assignent les missions à des organes qui garantissent, favorisent et ou participent à la mise en œuvre de la politique financière. Citons par exemple le gouvernement qui exécute les lois de la nation définies en Conseil des ministres et qui assure également l'exécution des lois, le Parlement qui contrôle l'action gouvernementale et qui élabore les lois, la Cour des comptes qui est chargée du contrôle de l'exécution du budget de l'État. Elle assiste le gouvernement et l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. J'ai essayé de résumer les missions, les attributions ou les missions définies de ces organes que je viens de citer. Elles sont plus larges, mais je me limite à celles-là. Le Conseil économique et social, le Conseil économique, social et culturel, qui est un organe consultatif, qui donne son avis sur des questions économiques, sociales et culturelles, et les autres organes de contrôle comme l'inspection générale d'État, qui fait parler d'elle en positif ces derniers temps, et qu'on souhaite que ces missions se poursuivent et se poursuivent dans le bon sens. En plus de ce qu'offre ce cadre constitutionnel et légal, son Excellence, le président Idriss Déby, a été le principal acteur clé de la création d'un environnement favorable à la paix et au dialogue permanent, en interne, tout comme avec les partenaires extérieurs. Avec l'opposition politique, il y a un cadre permanent de dialogue, je dirais même d'une grande ouverture, parce que le président Déby, au-delà du dialogue qu'il engage, il partage également. La preuve en est qu'au moment où je vous parle, le Premier ministre, chef du gouvernement, est ici de l'opposition. Il n'est pas du parti MPS. C'est une ouverture. En deuxième phase, vient la question de l'exploitation du pétrole et la budgétisation de ses ressources. En dépit des ressources naturelles considérables, le Tchad demeure l'un des pays pauvres du monde. Il faut le reconnaître. Découvert en 1969, le pétrole tchadien n'a pu être exploité, produit et exporté qu'en juillet 2003. Acculé par la grande pauvreté, fragilisé par des guerres successives, les pouvoirs qui se sont succédés depuis l'indépendance ont ménagé l'espoir de jours meilleurs grâce à l'avènement du pétrole. Les Tchadiens ont espéré et désespéré au rythme de l'intensité des crises politiques qui secouaient le pays. À la faveur donc de l'événement des MPS, et 10 ans après, cet espoir est devenu une réalité. Le Fonds monétaire international et tous les bailleurs de fonds ont félicité le Tchad par les mécanismes qu'il a mis en place pour la gestion de ses ressources, parce qu'il y a une traçabilité. Des Kribi jusqu'au trésor public tchadien, toutes les ressources engrangées ont une traçabilité, rien n'est caché. En plus, elles sont budgétisées. Donc, engagé sur fond de polémique, l'exploitation du pétrole tchadien a été l'une des plus médiatisées et la plus complexe, avec beaucoup de convoitises et des ingérences pour un État souverain. Là également, il a fallu la fermeté, le tact, la patience et le génie du président Déby pour voir ces chantiers se réaliser. Ce projet a failli conduire notre pays dans une impasse. Avec une détermination farouche et un soutien précieux de la Banque mondiale et d'autres partenaires, cet important projet de 4,2 milliards de dollars a impulsé une nouvelle dynamique à l'économie tchadienne, ce qui va entraîner la création de nouvelles entreprises et partant l'accroissement des richesses et l'augmentation de la consommation. Tout le pétrole que le Tchad a exploité pendant les 12 ans
n'est que l'exploitation de 7 mois du Nigeria ou de 7 mois de l'Angola. Voilà la réalité. S'agissant de l'environnement, Sandjima Dounia a fait savoir que depuis 1990 à nos jours, beaucoup d'efforts ont été faits par le président de la République, Idriss Déby Itno. En sa qualité de 50e membre de la dite convention, le Tchad a permis la mise en vigueur de la dite convention. Et cela est un élément fort, est un symbole fort pour montrer que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est engagé depuis dans le cadre de la protection de l'environnement. Un autre élément que nous voudrions citer, c'est le projet pétrole de Doba et ses dimensions environnementales. Un plan de gestion de l'environnement a été élaboré avec les orientations avisées de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La délégation tchadienne et les autres délégations ont pu conduire à bon port l'examen et l'adoption de ces 19 documents qui concernent le plan de gestion de l'environnement. Après cela, il y a eu également le plan national d'intervention en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures qui a été élaboré. Et ce sont des documents de référence que beaucoup de pays veulent bien imiter. Nous pouvons avancer en disant qu'il y a eu également les mesures salvatrices de protection de l'environnement. Et donc, dans ce sens-là, nous pouvons retenir l'interdiction formelle de la coupe abusive du bois et l'interdiction formelle du braconnage qui ont été donc prises ce sont des décisions qui ont été prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, on peut avec joie et sans risque de se tromper dire que la végétation, le couvert végétal est restauré, la faune également, on peut voir la faune de plus en plus un peu partout, et cela, ce sont les résultats de ces interdictions formelles à l'époque qui peut-être n'ont pas été bien comprises, mais aujourd'hui, beaucoup de citoyens s'accordent à dire que les résultats sont très bons. Ce que nous pourrons également ajouter, c'est le programme national de développement des ceintures vertes. Là également en 2008, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donc mis en terre le plan présidentiel et sur un site aux alentours du village de Gaoui. Et aujourd'hui, ce programme national de développement des ceintures vertes s'étend sur environ 40 km de longueur et 200 mètres de largeur. Et donc cela est important à signaler également. Nous pouvons avancer en disant que le lac Tchad a été un des soucis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et c'est dans ce sens-là qu'il a instruit l'organisation de ce qu'on appelle le Forum mondial du développement durable sur la sauvegarde du lac Tchad. Nous avions reçu à l'époque environ 1 millier d'experts, mais également les pairs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les chefs d'État des pays de la Commission du bassin du lac Tchad étaient présents et donc tous ont planché sur les pistes de solutions pour sauvegarder le lac Tchad et pour voir comment atténuer les impacts socio-économiques et environnementaux de l'assèchement du lac Tchad. Ajoutons à cela le premier sommet qui a été organisé en N'Djamena pour créer l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Et là également, c'est un événement important qui exprime le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne la protection de l'environnement, non pas seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale également. Nous citerons le Forum international sur les énergies renouvelables au Tchad. Et dans ce sens-là, nous voudrons rappeler qu'il y a une trilogie énergie, environnement et développement durable qui a été mise en avant et qui montre donc que la protection de l'environnement a été également considérée parce que quand on fait la promotion des énergies renouvelables, le résultat positif, c'est également la protection de l'environnement. Nous le redisons, ce n'est pas exhaustif, ce sont quelques événements repères que nous avons voulu partager avec vous pour montrer les réalisations concrètes que le chef de l'État a réalisées, l'attachement qu'il porte à la protection de l'environnement. Sur un autre plan, en ce qui concerne la promotion du tourisme, nous avons comme document repère la déclaration de politique générale sur le développement du tourisme. Et cette déclaration met l'accent sur l'écotourisme. Elle allie donc
le tourisme, la promotion du tourisme, mais également la protection de l'environnement à travers la préoccupation sur tout ce qui concerne l'écologie. Et cela pour le bien-être des populations riveraines des sites touristiques. Et quand nous parlons des sites touristiques, nous pouvons dire qu'avec les efforts qui ont été entrepris, avec l'attention accordée à ce domaine-là, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il y a des destinations qui sont aujourd'hui très prisées. Nous pouvons citer la station touristique de Dougia, nous pouvons citer le parc national de Zakouma, qui est le résultat d'un partenariat public-privé entre l'État tchadien et African Park Network. Nous pouvons citer le parc national de Senaoura. Nous pouvons citer également les lacs d'Unyanga, qui constituent aujourd'hui le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous pouvons ajouter, au-dessus de tout cela, le musée national, qui est un lieu où on peut y aller pour voir un peu comment l'histoire du Tchad et au-delà l'histoire de l'humanité a évolué. Sur l'aspect sanitaire, Dr Jaïbé a soulevé que le Tchad compte en matière de la santé sur la scène internationale. Le sujet du thème, c'est la santé au cœur de l'action du président de la République. Le Tchad était jusqu'en 1990 un désert médical. Fort de ce constat, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, dès son avènement au pouvoir, avait intégré dans sa vision du Tchad à reconstruire le développement de la santé et avait inscrit ce secteur parmi les prioritaires. Grâce à ce leadership, des progrès ont été observés et, de 1990 à 2015, on note, premièrement, au niveau des réalisations visibles, nous avons divisé en deux les réalisations visibles et ceux qui ne sont pas visibles. Au niveau des réalisations visibles, il y a les infrastructures. Le nombre de centres de santé est passé de 325 à 1369. On a ajouté plus de 1000 centres de santé. Le nombre des hôpitaux est passé de 31 à 86. On a ajouté plus de 50 hôpitaux. L'hôpital général de référence nationale a été rénové et doté d'un plateau technique performant. Aujourd'hui, l'hôpital général n'a rien à envier aux autres hôpitaux de la région, de la sous-région. Nous avons créé deux pôles d'excellence, l'hôpital de la Renaissance et l'hôpital de la mère et de l'enfant, qui ont été construits et équipés. Quand on parle de médecine aujourd'hui, c'est les équipements, les infrastructures et les équipements. Tout ce que doit comporter un hôpital moderne se trouve à l'hôpital général. La Renaissance a monté d'un cran parce qu'aujourd'hui, il y a l'IRM qui est disponible. Beaucoup ne le savent pas, donc je vous l'apprends. Le renforcement des capacités de l'ENAS et la création des écoles régionales de santé à Béché, Biltine, Mundou, Sar. La formation des spécialistes en chirurgie, pédiatrie, gynécologie obstétrique au Tchad. L'octroi de bourses pour les formations médicales, paramédicales et de spécialités à l'étranger. En effet, le tout n'est pas de construire des hôpitaux et acquérir des équipements. Faudrait-il encore disposer du personnel adéquat pour y travailler et manipuler les 10 équipements? C'est ainsi que grâce à une politique volontariste, il avait été décidé la formation en masse du personnel soignant. Le résultat de cette politique est le suivant. Le nombre de médecins qui était de 138 en 1990 est passé à 780 en 2015. Celui des paramédicaux, qui était de 978 en 1990, est passé à 4472 en 2015. Contrairement aux idées reçues, les secteurs publics et privés sont complémentaires. Tout n'est pas rose.
Dans notre pays, le Tchad, les deux mamelles de notre économie sont l'agriculture et l'élevage. Si les agriculteurs, du fait de leur sédentarité, ont plus ou moins accès aux centres de santé et aux hôpitaux, il n'en va pas de même pour les nomades. Dès lors, il serait judicieux de repenser le mécanisme de leur prise en charge en recrutant des paramédicaux parmi les enfants des nomades et en les dotant de centres de santé mobiles. Sans cela, cette frange de la population sera considérée comme délaissée pour compte. En ce qui concerne la consultation prénatale et la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida, le taux est très faible parce que ce sont des équipes en provenance de N'Djamena qui travaillent avec leurs collègues dans les régions. Ils ne sont pas nombreux et ne pourront jamais prétendre couvrir tout le Tchad en une année. Il faudrait plutôt recruter dans les coins reculés des jeunes qui ont un niveau acceptable à l'effet d'une formation de matrone. Ces matrones pourront faire la consultation prénatale, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant et seront en mesure d'identifier les affections graves pour les référer en temps et en heure à l'échelon supérieur. Avec des notions basiques d'asepsie et d'antisepsie, elles permettront de minimiser les infections du postpartum et le tétanos néonatal, ce qui réduirait de façon considérable la mortalité maternelle et infantile. Il est temps de songer à créer des centres de santé dans les cantons, de repartir de façon équitable les ressources humaines. C'est ainsi et seulement ainsi que nous permettrons l'accès du plus grand nombre aux soins de base de qualité. Les perspectives. N'eût été la crise financière mondiale qui a également atteint de plein fouet notre pays, nous aurions pu avoir des réalisations supplémentaires. Ce sont la construction des centres de prise en charge de la mère et de l'enfant dans toutes les régions. Dans la sous-région et comparativement à beaucoup de pays en Afrique, nous occupons une place de choix. Mais cela ne doit pas nous inciter à dormir sur nos lauriers, mais plutôt nous obliger à redoubler d'efforts pour rivaliser avec les systèmes de santé extra-continentaux. Vous dites que le MPC est inexistant. Vous avez les preuves? Je ne pense pas. Hier, il y a eu 2 réunions au siège du MPS. Avant-hier, il y avait une réunion. Il y a en permanence des militants qui viennent. Les 3 secrétaires généraux sont là en permanence, les membres du bureau politique sont là. Dans les régions se tiennent. Qu'est-ce qu'il faut dire que le MPC est inexistant? Je ne sais pas. Autre chose, vous dites que le GRAP-ID a été mis en place pour combattre le MPS. Déby ne peut pas fonder le MPS et créer un mouvement pour combattre le MPS. Il s'affaiblit des deux côtés. Le GRAP-ID est composé de personnes de bonne volonté, honnêtes, des intellectuels venant de tous bords. Vous pouvez venir si vous êtes honnête et si vous voulez aider le pays à aller de l'avant. Nous avons ici des membres de la société civile. Tout le monde n'est pas MPS. Abdelrahman Jasnaba n'est pas MPS. Mahmoud n'est pas MPS, il n'est pas avec nous, mais il viendra ce soir. Si vous êtes de bonne volonté et honnête, vous pouvez venir avec nous et travailler. Parce qu'on dit, tout est sombre, rien n'a été fait depuis 1990. On veut rendre visible les actions du président de la République. Si on a construit 2 centres de santé, en plus, il faut que les gens le disent. Ali Seïd a pour sa part souligné que la société civile de nos jours influe sur les décisions du gouvernement et a toute sa place. Parler de la société civile et de la jeunesse requiert plus d'empathie et de délicatesse. Il vous conviendrait de savoir que le Tchad, à l'instar d'autres pays d'Afrique francophone, a hérité du modèle social et économique importé de l'Occident qui accorde une place de choix au caractère central de l'État. De ce fait, les aspirations légitimes et profondes des ignorées
La machine à concevoir et exécuter les besoins des populations se trouve entre les mains des pouvoirs centraux. La participation de la population s'est limitée à fournir la main-d'œuvre. La pauvreté ne cessait de s'aggraver. Celle des citoyens de ces pays ne s'est guère améliorée. Le citoyen se sentait étranger à toute initiative publique. Le cas de notre pays est plus qu'illustratif. Les Tchadiens doivent désormais tourner cette page sombre et ouvrir une nouvelle page. Une nouvelle page en phase avec le modernisme et le développement. Une nouvelle phase en phase avec l'avancée majeure de notre pays constatée depuis le 1er décembre 1990. Ajoutons aussi au passage que le Tchad a recouvré l'intégrité de son territoire après l'avènement du MPS au pouvoir. La bande d'Aouzou était un exemple plus qu'illustratif dans ce cas de figure. Pour revenir à la jeunesse, je dirais que les jeunes constituent un facteur déterminant du changement social, du développement économique et du progrès technique. Leur fertilité d'esprit, les idéaux qu'ils prônent, leur vision et leurs énergies considérables sont indispensables au développement des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'apport des jeunes dans le développement d'une nation n'est plus à démontrer. Idriss Déby Itno, dans son premier discours à la nation, dans son célèbre discours, bien évidemment, disait, je cite, « Je ne vous ai apporté ni or, ni argent, mais la démocratie et la liberté. » La jeunesse doit comprendre alors qu'elle a désormais le cadre juridique et légal approprié qui lui permettra de se constituer pour affronter les grands défis du monde contemporain. Les jeunes sont dans l'obligation engagée de véhiculer les valeurs de paix, de tolérance et d'amour. Comme tous les pays du monde, le Tchad a aussi besoin de la vitalité de sa jeunesse. Cette jeunesse qui est l'avenir du Tchad de demain. La jeunesse doit savoir discerner. La jeunesse doit savoir discerner entre le bon grain et l'ivraie. La jeunesse ne doit pas tomber dans les travers de l'histoire. La jeunesse doit comprendre qu'elle doit accompagner la marche irréversible de notre pays. La jeunesse doit savoir quel est le catalyseur, quel est le talon d'Achille, quel est le soubassement sur lequel le pays repose pour son développement. Il y a aujourd'hui une question d'actualité qui nous taraude tous. C'est devenu pratiquement nécessaire. J'allais parler de l'Internet, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un outil essentiel de communication. Ils permettent d'acquérir facilement des connaissances. Ils permettent d'accéder facilement à des informations, tant au niveau médical qu'à d'autres niveaux. Internet est un outil de communication par excellence. Mal utilisé, il devient nuisible pour la cohésion sociale. C'est vrai, c'est difficile, je vous le concède. Mais par le passé, les jeunes étaient imbécilisés. Personne n'accordait de l'importance à la jeunesse. La jeunesse peut-être était utilisée comme chair à canon. Mais aujourd'hui, l'exemple est tout autre. L'exemple est différent. Donc, je vous demande de la patience. Parce qu'avec de la patience, même la feuille du mûrier devient de la soie. Donc je me dis, je pense raison garder qu'avec de la patience, tout ira bien et que le développement tant attendu, nous allons l'atteindre. Ce qui est sûr, nous allons l'atteindre avec cet homme qui s'appelle Idriss Déby Itno, qui aime son pays, je vous le dis et je le répète, en connaissance de cause, qui aime vraiment son pays, comme nous l'aimons et comme vous aussi vous l'aimez, il l'aime autant que nous. Donc si nous sommes derrière lui, je pense que notre pays arrivera au sommet. En matière de dépenses publiques, Franco Joseph a précisé que la situation est dans un bon état. En termes de dépenses, les dépenses aussi, je le disais tantôt, qui ont paru, alors elles ont enregistré une forte
de 203,2 milliards, soit 18,2% du PIB, à 1463,56 milliards, soit 22,02% du PIB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le pétrole nous a apporté de l'argent, eh bien, rapidement, les Tchadiens ont commencé par revendiquer beaucoup. Chacun veut que son salaire augmente, chacun veut que ce qu'il avait avant soit triplé, et donc les charges de l'État sont devenues importantes. Et pour ne pas faire beaucoup de mécontents dans le pays, les discussions avec les mouvements sociaux ont commencé et les charges publiques ont augmenté. Nous, au GRAPIDI, nous venons appuyer sa politique, donc nous venons avec des éléments en plus. J'avais dit que le gouvernement fait des efforts pour sortir de la crise. Et j'avais parlé du séminaire gouvernemental de Darda, les 16 mesures prises en Conseil des ministres. Mais, en plus de ça, nous, on a suggéré. Donc, je suis d'accord avec le constat du président s'agissant des détournements. Parce qu'avec l'arrivée de la crise, les ressources se sont amaigries. Les ressources du pays se sont amaigries. Je vous disais que le pétrole, le prix du pétrole est divisé par 2, sinon plus, en 2 ans. Ça veut dire que ce qu'on avait avant, on n'a plus maintenant. Donc, pourquoi les autres pays ne sentent pas? C'est parce que vous ne vivez pas dans ces pays. Prenez la CEMAC. Parce que si vous vivez, aujourd'hui, si vous vivez au Congo, au Brazza, mais vous allez peut-être dire que le Tchad est mieux. Les pays de la CEMAC qui ont les mêmes problèmes, qui sont producteurs de pétrole comme nous, vivent les mêmes problèmes. Ceux qui ont d'autres ressources, comme le Cameroun, oui, ça va. Mais ceux qui ont, leur économie est basée sur une ressource volatile comme le pétrole, ils ont les mêmes problèmes. C'est vrai qu'il faut aussi se dire un certain nombre de vérités. Nous, les Tchadiens, je m'excuse, mais on ne travaille pas. Ça aussi, c'est la vérité. Tout le monde veut manger, personne ne veut travailler. C'est ça. Les gens qui doivent faire l'agriculture fuient en ville. Et ils sont réunis en ville. Les gens qui doivent faire l'élevage fuient les brousses pour venir en ville. Tout le monde veut être en ville, tout le monde veut manger, personne ne veut travailler. Ça n'aide pas. Il faut que les gens travaillent. Si l'État met de l'argent dans l'agriculture, l'argent seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des hommes pour faire cette agriculture. Donc, on va développer l'agriculture, mais avec les hommes, avec les ressources humaines, avec la main-d'œuvre. Donc, moi, je crois que c'est pour ça que je dis que c'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas le travail du président seul, ce n'est pas le travail du membre du gouvernement seul, c'est le travail de tout le monde. Donc, quelqu'un m'a dit, je crois que c'est ATP qui dit que je ne veux pas qu'on critique, j'ai oublié cet aspect de la question, je ne veux pas qu'on critique les actions du gouvernement, du régime actuel. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi-même, j'ai critiqué. Moi-même, j'ai dit là où c'est insuffisant, là où ce n'est pas bien fait, j'ai dit. Mais j'ai dit que quand la crise est venue, au lieu qu'on reste à dire c'est celui-là qui a tort, c'est celui qui a mal fait, c'est celui-là qui a mal fait, il faut qu'on cherche plutôt les solutions pour sortir de là. Parce qu'en disant c'est tel qui a fait, c'est tel qui a fait, ça nous apporte quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? On va continuer à se critiquer et on va rester dans notre position. Or, si on cherche les solutions, on va sortir de là. Voilà ce que je... S'agissant de l'autonomisation de la femme, Mariam Djimaïbet a indiqué que la femme tchadienne a pris ses responsabilités. Au début des années 70, la volonté de mettre un terme à la discrimination à l'encontre des femmes et de garantir leur égalité de participation dans la société a été le moteur de la plupart des initiatives prises au niveau international. Et donc, le Tchad a aussi assisté à ces différentes rencontres. Et vous savez, les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie économique, sociale et culturelle, mais elles restent toujours défavorisées. Le Tchad a connu des conflits qui ont engendré d'énormes changements dans la communauté, avec comme conséquence
des nouvelles situations auxquelles les femmes doivent faire face. Les femmes sont restées sans mari, donc elles sont obligées de devenir chefs de famille, mères des orphelins. Avec l'avènement de l'ère démocratique en 1990, le Tchad a participé à différentes rencontres et a pris des engagements à l'instar des autres pays. Le Tchad a aussi adopté des mesures en faveur de la promotion de la femme. Toutefois, le statut social, économique, juridique et politique de la femme tchadienne est caractérisé par un manque d'opportunités politiques, économiques, une faible implication dans la prise de décision à tous les niveaux, ainsi que l'accès limité aux services sociaux de base. La femme tchadienne a mérité plus d'égards avec l'avènement de la démocratie en 1990, prôné par son Excellence Idriss Déby Itno, qui a déclaré qu'il n'a apporté ni or ni argent, mais c'est la liberté et de la démocratie. Les femmes en ont bénéficié. Ainsi donc, les mécanismes ont été créés pour faciliter son intégration au développement. Vient s'ajouter les décisions prises par la Conférence nationale souveraine de 1993. Il y avait 15 associations féminines qui se sont regroupées pour créer une coordination dénommée Coordination des associations féminines au Tchad, en abrégé CAFET. L'analyse de la situation de la femme avant 1990. En ce qui concerne la participation de la femme dans la gestion des affaires de l'État, nous notons qu'avec l'avènement de la démocratie en 1990, date à laquelle le Tchad s'est inscrit dans la voie du modernisme, nous avons d'abord tiré des citations des différents discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en parlant de la femme. Il disait: elle est une citoyenne dont la jouissance des droits et devoirs est garantie par les lois de la République. Deuxième citation, la femme est un agent de développement. Troisième, une femme organisée, solidaire, une force de changement culturel, social, économique et politique. Pour les réformes institutionnelles qui se font aujourd'hui, plusieurs regroupements de femmes sont consultés. Nous pensons que tous les problèmes des femmes vont être pris en compte dans les nouvelles propositions. Mesdames, Messieurs les journalistes, donc avec la volonté manifeste du chef de l'État, les femmes progressent en occupant des postes de responsabilité qui auparavant sont réservés aux hommes. Entrepreneuriat féminin, les femmes travaillent dans l'informel, oui. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'exposé que nous n'avons pas eu de statistiques fiables parce que ces activités sont dans l'informel. J'étais passé au ministère de l'Action sociale, on me dit qu'il y a une étude du ministère de l'Action sociale avec la Chambre de commerce qui sont en train de faire une étude pour voir combien sont les activités formelles, les activités informelles et comment peut-on aider l'informel vers le formel. Donc il y a une étude qui se fait actuellement au niveau du ministère de l'Action sociale en collaboration avec la Chambre. Pour Aboubakar Abdallah Borgo, la liberté de la presse est effective. الأجهزة أو المناصب العسكرية والسياسية في الساحة الجانبية. دي التدريب. على أي حال علينا نتكلم عن 1990 إلى يومنا هذا. بعد ظهور حرب الخليج الثاني وقت رجع دولة الكريم لسان حبري قابل يوم 17 شهر 3 89 الساعة 11 لسان حبري في مقر رئاسة الجمهورية وبلغها السيد الرئيس أشياء مولد الغرب وبالفعل قدم لذلك كل التشاريع في الخارج وقد انتظر على الجنس واللون حضروا في مؤتمر باميناء في يوم 8 11 مارس 1990 وتم
وتم تأسيس الحركة الوطنية للإنقاذ، وكان كل المصائب التشهيرية موجودة. أديكم مثال: تم مقاليد الأمور في الجمينة، بدأ الدبي يرسم خطة جديدة كيف يحول من دول معارضة عسكري ثورة يمشي لسلطة الوطن. بنفس القدر عمل مؤتمر وطني حر، وهذا المؤتمر الوطني الحر ما في بلد في الدنيا عمل مؤتمر وطني لمدة أي مؤتمر من ساعة ل3 أيام ل 21 يوم، كل الكونفرنس الموجودة. لكن كونفرنس النجاة بقت 90 يوم. جاب كل التشادي برا يطرحوا القضية بتاع الجاد على الطاولة، حتى كان بيزوج الدبي من السلطة هو كان قدم حاجة، لأنه جاي يموت يعيش شاب ما خدت في باله يحكي جاد. كثير من الناس فقط عشان كده يقولوا لا الدبي إذا ما نزلوا شنو؟ ما إننا ما معين كونترا وسنزلنا يشرب. كيف نطلب سنة فقط؟ كيف نحكم ولا ما خدت في بالنا؟ النظام الماشي ما في، نحن نظام رجال، نظام ديمقراطي جمهوري، ما نظام ملكي، ما روانا ماروكو ولا السعوديه عشان واحد يخلي وراه، لا، هنا في افريقيا. اديني مثال بس، انت صحفي واحد من الوسائل خلاه جهز واحد وقال له قالوا لي قبل كده سنه، وسؤال ما تسالني انا وتسالوا الى جهات ذات الاختصاص. عشان ده نحن كونا الخلية دي. الخلية دي ما تقف على ده فقط. سرير بتاعت كل البتاعت دي نجيبوها نعرضوها لكم وتسألونا ونجاوبوا ونناقشوا ما نحن. في خبراء في ساعة تشاهدين، في ناس مسؤولين أكبر مننا عليهم، في ملفات صحيح. اليوم بجيكم تشوفوا الدكتور عبد الرحمن شنو اللي حصل في التربية الوطنية. عشان ده أن الخلية دي خلية وطنية ما عنده علاقة بحزب واحد معين. عشان كده الناس ما يشوفوها بالإمباس. الإمباس هذا براو ودروه ما ودروه إنه قتل ما إنه قتل ده جسم ما بتاع مشاكل بخصوصهم. والإمباس ذاته في رجال صاحي ما نايم ما تسمع لهم الكلام اللي بقول ده. إمباس ثابتة وزي كانت تنفذ زي ما دام يدري تبي هو قيادي له وشكرا. En ce qui concerne la vision du président de la République, Abdourahmane Djesnabay a mentionné que le président Idriss Déby Itno a une vision panafricaniste. Je pense dans le bilan positif du président de la République Idriss Déby Itno, il faut vraiment saluer sa vision panafricaniste. Cette vision, elle est à 3 niveaux. Sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire et également aujourd'hui, il est reconnu comme tel au niveau mondial. Sur le plan diplomatique, je crois que cette vision-là a fait que ses pairs l'ont élu président de l'Union africaine. Et il a réalisé beaucoup de choses. Il a fait en sorte que l'Afrique soit connue et reconnue. Aujourd'hui, aucun problème en Afrique ne peut être traité sans l'avis de l'Union africaine. Nous savons également que grâce à cette aura reconnue par ses pairs, nous avons un compatriote, Moussa Faki Mahamat, a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Ce n'est pas rien. Nous savons également que ses pairs lui ont confié, il est devenu le parrain de toute la jeunesse africaine. C'est une question d'avenir. Le faire de lui et la conférence organisée ici pour la jeunesse montre bien que c'est un homme qui a une vision auquel les jeunes ont répondu présents. Ils sont venus de toutes les régions d'Afrique pour participer à cette rencontre qui forcément donnera des résultats dans l'avenir. Nous savons également que cet homme, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, il est devenu un leader incontestable. Tous les leaders au niveau mondial font de lui quelqu'un qu'on consulte. Et les différents balais diplomatiques, tant au Tchad et lors de ces différents déplacements à l'extérieur du Tchad, font que tout le monde souhaite les rencontrer, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau de la France, sur le plan bilatéral, que ce soit au niveau des différents acteurs, notamment les pays arabes. Aujourd'hui, il est devenu l'interlocuteur
par qui on veut savoir si on va avoir un avis sur l'Afrique, on vient le voir, ou lors de ces visites, on les rencontre. Et c'est de là une illustration manifeste de ce rôle important qu'il joue au niveau de l'Afrique. Sur le plan sécuritaire, bon, je crois que tous les Tchadiens connaissent notre intervention au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique et au-delà, dans nos pays voisins, il y a une contribution effective au niveau de la Libye, que tout le monde reconnaît. Et cette intervention montre bien qu'il a une vision panafricaniste, parce qu'il veut la paix pour l'Afrique, il veut la paix pour tous les Africains, il veut également que le pays puisse se développer. On ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix. C'est pour ça que cette lutte qu'il mène un peu partout, sur tous les fronts, sur le plan sécuritaire, pour combattre les forces obscurantistes, notamment qui veulent faire de l'Afrique un territoire conquis. Aujourd'hui, tout le monde